Un accord militaire vieux de plusieurs décennies, annulé un dimanche soir, quelques heures avant le début des manœuvres. Vous trouvez ça normal, ce timing-là? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Ce dimanche, Donald Trump a publié un message sur son réseau Truth Social qui démolit en quelques lignes des décennies de coopération militaire entre les États-Unis et la Corée du Sud. Et non, c'est pas juste une histoire de calendrier militaire qu'on ajuste. C'est un allié historique qu'on humilie publiquement en pleine nuit pour ne pas contrarier un dictateur nucléaire. Deux questions vont rester sans réponse pendant un moment. Pourquoi maintenant, précisément, cette semaine-là? Et qu'est-ce que la famille Trump a à gagner personnellement dans cette histoire? Parce qu'il y a un deuxième fil à cette affaire, presque invisible, et il change complètement la lecture du premier. Restez, parce que la partie qui compte vraiment arrive dans la deuxième moitié de cette vidéo. Ce n'est pas juste une histoire de manœuvre militaire annulée. C'est un problème de dépendance personnelle d'un président envers un homme qui arme la Russie contre l'Ukraine. Et pour bien comprendre, on va procéder en 3 temps. D'abord, ce que Trump vient réellement de faire à l'alliance sud-coréenne. Ensuite, le mécanisme derrière cette décision et ce qu'il cache. Et enfin, la conséquence, la vraie, celle que les généraux américains eux-mêmes commencent à documenter en ce moment. Voici les faits, sans filtre. Les exercices Ulchi Freedom Shield, 10 jours de manœuvres conjointes entre l'armée américaine et l'armée sud-coréenne, devaient commencer ce lundi. Quelques heures avant leur lancement, Donald Trump publie un texte sur Truth Social. Je vous le lis presque intégralement, parce que chaque mot compte. Il écrit « Basé sur ma très bonne relation avec Kim Jong-un de Corée du Nord, je ne suis pas content du fait que les États-Unis aient, il y a longtemps, accepté de participer à des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. » Il continue en disant que ces exercices coûtent cher, que les États-Unis en paient une bonne partie et qu'ils envoient, je cite, un signal totalement inapproprié et hostile envers un pays qui « Tanchkilui, Donald J. Trump est président, s'est montré, je cite encore, non menaçant et respectueux. Il termine en annonçant qu'il a donné l'ordre à son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, de réduire substantiellement ces exercices conjoints. Regardez bien ça. Il ne parle pas de la Corée du Nord. Il parle de Kim Jong-un comme d'un ami personnel qu'il ne veut pas vexer. Le texte officiel d'un président des États-Unis sur la politique de défense de la péninsule coréenne est rédigé comme un mot d'excuse envoyé à un copain qu'on aurait accidentellement froissé. Il y a un deuxième élément dans ce même message, glissé presque en passant, sous la forme d'une phrase qui commence par « accessoirement ». Trump ajoute qu'il a récemment demandé au président sud-coréen de rejoindre les États-Unis dans, je cite, la dénucléarisation de la République islamique d'Iran et que la réponse a été non merci. Donc voilà le raisonnement présidentiel complet. La Corée du Sud a refusé de participer à une guerre contre l'Iran. Alors les États-Unis réduisent leur soutien militaire face à la seule dictature nucléaire qui menace directement la Corée du Sud depuis plus de 70 ans. Ça tient pas debout. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est simplement un choix stratégique de désescalade, une manière d'économiser de l'argent et d'éviter une provocation inutile. C'est rassurant, présenté comme ça. Sauf que non. Parce que pour évaluer si cette décision protège vraiment les États-Unis, il faut regarder ce que Kim Jong-un a réellement fait de cette relation d'amitié cette même semaine, pendant que Trump vantait leur bonne entente. Cette semaine précisément, Kim Jong-un a déclaré, via l'agence de presse officielle KCNA, que jamais la Corée du Nord ne deviendra dénucléarisée et que la Corée du Nord est et restera pour toujours une puissance nucléaire. Il a présenté l'expansion de son arsenal nucléaire comme, je cite, la réponse la plus juste à l'instabilité mondiale, en accusant les États-Unis et la Corée du Sud d'être ceux qui font monter les tensions. Dans le même temps, l'armée nord-coréenne a testé un missile balistique non identifié en direction de la mer du Japon et a fait tirer en succession rapide 12 missiles de croisière à longue portée capables de porter une charge nucléaire depuis l'un de ces nouveaux destroyers lance-missiles. Le truc, c'est que rien de tout ça n'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le contexte. Parce que des dizaines de milliers de soldats nord-coréens combattent en ce moment même aux côtés de l'armée russe contre l'Ukraine, un fait documenté par Reuters et confirmé par Kyiv. La Corée du Nord fournit aussi de l'assistance à la Russie et à la Chine, 2 pays que les plus hauts responsables militaires américains désignent, cette semaine encore, comme des menaces existentielles directes contre le sol américain. Et pendant ce temps précis,
Trump choisit de réduire la coopération militaire avec l'un des seuls partenaires capable de surveiller directement cette menace depuis la péninsule. Petit rappel utile, et il compte. Quand Barack Obama était président, la Corée du Nord ne disposait pas encore d'une arme nucléaire opérationnelle capable de menacer le territoire américain. Chaque essai de missile de Kim Jong-un, à l'époque, était immédiatement récupéré par les commentateurs MAGA et par des chaînes proches de Trump comme Fox News, qui en faisaient une preuve de la faiblesse d'Obama. Sauf qu'Obama, lui, a réussi à empêcher la Corée du Nord d'obtenir l'arme nucléaire pendant tout son mandat. C'est sous le premier mandat de Donald Trump que le programme nucléaire nord-coréen a explosé, entre les sommets photogéniques avec Kim et les fameuses lettres d'amour que Trump lui-même a raconté avoir échangées avec lui. En clair, il a laissé Kim Jong-un devenir une puissance nucléaire. Et aujourd'hui, il choisit ce même homme plutôt que son propre allié historique. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. Il y a une raison à cette proximité si particulière avec Kim Jong-un, mais cette raison-là, elle est encore plus profonde que ce qu'on imagine et elle n'a rien à voir avec la stratégie militaire. Soyons honnêtes 2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il en existe un, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence. L'argument le plus solide du camp Trump, c'est que la diplomatie directe avec Kim Jong-un depuis 2018 a évité un embrasement militaire ouvert sur la péninsule coréenne et que les exercices conjoints coûtent effectivement cher aux contribuables américains, un point que même certains stratèges non trumpistes reconnaissent depuis des années. C'est pas un point négligeable. Mais voici où l'argument s'effondre. Ce marché n'a jamais été bilatéral. Pas un seul missile nord-coréen de moins n'a été tiré depuis le sommet de Singapour en 2018. Pas un gramme de matière fissile de moins. Pyongyang a construit davantage de têtes nucléaires, testé davantage de vecteurs et fourni davantage de troupes à la guerre russe en Ukraine, année après année, pendant que les gestes américains, eux, restent unilatéraux. On ne réduit pas sa propre défense en échange d'un compliment surtout social. Le vrai problème commence ici, avec un deuxième fil à cette histoire, et il change complètement la portée du premier. 3 jours avant ce message sur les exercices militaires, Eric Trump, le fils du président et vice-président exécutif de la Trump Organization, publie une annonce sur les réseaux sociaux. Je le cite directement, « Nous sommes ravis de collaborer avec Base Company pour le Trump International Golf Club Korea afin d'apporter la marque Trump sur le marché du golf sud-coréen pour la première fois. » Il ajoute que la Corée du Sud est un marché incroyablement dynamique et sophistiqué, avec un potentiel énorme pour une destination de golf de standing mondial sous la marque Trump. Sur le papier, un simple projet immobilier. Sauf qu'un détail change toute la lecture de cette affaire. Selon des reportages sud-coréens et américains publiés début août, Base Group, le partenaire coréen de ce projet de golf à Hanam, dans la province de Gyeonggi, avait versé 2 millions de dollars à la Trump Organization, une somme décrite dans la déclaration financière du président, comme des frais de développement non remboursables liés à un accord de principe. Ce paiement figure noir sur blanc dans les documents officiels. Attendez, parce que c'est là que le tableau change vraiment. Ce même groupe, Base Group, possède une filiale nommée Korea Aluminium. Et Korea Aluminium fait l'objet, depuis 2023, d'une enquête du département du commerce américain qui a déterminé que l'entreprise tentait de contourner des droits de douane anti-dumping visant à bloquer les importations d'aluminium chinois vendus à bas prix. Sur la base de cette conclusion, Washington a déjà imposé des droits de douane à Korea Aluminium et selon une décision préliminaire rendue le 13 juillet par le département du commerce, le taux appliqué aux exportations de feuilles d'aluminium de cette entreprise vers les États-Unis pourrait presque quadrupler pour atteindre 105,8%. 105% de droits de douane, ça équivaut concrètement à fermer purement et simplement l'accès au marché américain pour cette entreprise. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Face à cette exposition tarifaire potentiellement fatale pour l'entreprise, 3 sénateurs démocrates, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal et Andy Kim, ont ouvert une enquête. Dans leurs lettres, ils écrivent que si Base Group tentait d'acheter de l'influence auprès du président Trump pour obtenir des tarifs plus bas ou des exemptions spéciales pour Korea Aluminium, ce serait, je cite, un exemple particulièrement flagrant de corruption au sein de l'administration Trump. Ce qui est établi, ce sont les 2 millions de dollars versés, le contentieux tarifaire réel de 105%,
et l'annonce du projet de Golfe 3 jours avant la décision présidentielle sur les exercices militaires. Ce qui reste, à ce stade, une allégation non tranchée, c'est l'existence d'un lien de cause à effet direct entre ce paiement et une faveur politique. Le porte-parole juridique de la Trump Organization, Alan Garton, a répondu que toute suggestion que cette transaction avait été motivée par autre chose, que des considérations commerciales légitimes relevaient, je cite, « de la pure fiction ». C'est possible, mais aucune muraille étanche n'existe entre les intérêts financiers de la famille présidentielle et les décisions de politique étrangère qui touchent directement ces mêmes pays. C'est précisément le problème structurel que ce genre d'affaires met en lumière encore et encore depuis 2017. Il poursuit des médias pour des milliards de dollars quand un article le dérange, mais un accord immobilier signé pendant qu'un tarif douanier de 105% menace le partenaire coréen, lui, c'est apparemment une coïncidence sans importance. On nage en plein délire. Ce n'est pas un accident isolé. C'est un schéma documenté depuis le début du deuxième mandat. Chaque grande décision de politique étrangère finit par croiser un projet immobilier ou un accord commercial familial, avec toujours la même explication officielle, pure coïncidence. Et ce deuxième fil, celui du Golfe et des tarifs douaniers, n'est encore rien comparé à ce que les militaires américains eux-mêmes disent en ce moment sur la menace réelle que représente cette même région du monde. Il y a 4 jours à peine, le 13 août, le général de division Joseph Jarrard, commandant adjoint de Nordcom et de NORAD, s'exprimait lors du symposium annuel de défense antimissile de Huntsville, en Alabama. Écoutez ce qu'il a dit, mot pour mot, sur la Chine. Depuis 2022, la Chine a lancé 8 sous-marins nucléaires lance-missiles guidés de classe Chang 3 et les 8 seront probablement opérationnels d'ici 2027, offrant à Pékin une option clandestine de frappe terrestre contre des infrastructures critiques en Alaska et le long de la côte ouest. Il a ajouté que la Chine développe des missiles balistiques intercontinentaux équipés de véhicules planeurs hypersoniques capables d'approcher l'Amérique du Nord par le sud, plutôt que par la trajectoire nordique classique pour laquelle les radars d'alerte précoce américains ont été conçus. Sur la Russie, il a évoqué le véhicule planeur hypersonique Avangard, à capacité nucléaire, conçu spécifiquement pour contourner les radars terrestres utilisés par NORAD. Et puis il y a la phrase qui referme la boucle sur toute cette histoire. Le général Jarrard a déclaré que la Corée du Nord a testé avec succès des missiles balistiques intercontinentaux disposant d'une poussée suffisante pour livrer une charge nucléaire n'importe où en Amérique du Nord et qu'en octobre 2024, elle a dévoilé un nouveau modèle de missile intercontinental potentiellement conçu pour transporter plusieurs ogives nucléaires distinctes. Sa conclusion en une phrase: à l'ère de la compétition stratégique, la géographie n'offre plus la protection qu'elle offrait par le passé. Juste une seconde, parce que ce détail-là mérite qu'on s'y arrête. Quand on lui a demandé, lors du même événement, si NORAD dispose des capteurs, des autorisations et de la rapidité de décision nécessaire pour répondre à un essaim de drones bon marché lancé depuis l'intérieur, même des frontières américaines, le général a répondu sans détour, non. Il a ajouté que les États-Unis n'ont tout simplement pas les capteurs nécessaires et qu'ils ne sont pas encore prêts à gérer ce type de menace. Le vrai problème, ce n'était pas l'absence de réponse militaire américaine face à ces menaces. C'était la question qu'on posait mal depuis le début. Pourquoi réduire la coopération avec l'un des seuls alliés capables de partager, en temps réel, le renseignement sur exactement cette même menace nord-coréenne? Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a confirmé publiquement cette même semaine que la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran travaillent désormais en étroite collaboration depuis 2022 et que c'est précisément pour cette raison que l'OTAN renforce ses liens avec des partenaires hors zone transatlantique, comme la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Même le général Michael Flynn, un nom qu'on associe difficilement à l'aile modérée du mouvement MAGA, a averti Trump publiquement de l'alliance grandissante entre l'Iran, la Chine, la Russie, le Pakistan et la Corée du Nord, toutes des nations dotées de l'arme nucléaire, en le mettant en garde contre une influence excessive de Fox News sur ses positions. Xi Jinping, de son côté, a échangé des lettres avec Kim Jong-un cette même période, réaffirmant que les deux pays ont atteint, je cite, un nouveau niveau stratégique dans leurs relations. Zelensky, Louis, confirment que des soldats iraniens et nord-coréens travaillent en ce moment même avec la Russie contre l'Ukraine.
ce sentiment que vous aviez en entendant Trump parler de Kim Jong-un comme d'un ami respectueux et non menaçant, ce sentiment que quelque chose clochait dans cette description, il était fondé. Il n'a jamais été exagéré. Il a affaibli l'alliance qui protège directement le territoire américain contre la seule menace nucléaire que ses propres généraux qualifient d'existentielle, pour ne pas déranger l'homme qui arme la Russie contre l'Ukraine et sa famille. Elle construit un golfe juste à côté, financé par une entreprise qui négocie sa propre survie face à des droits de douane américains. Revenez avec moi à la question du départ. Un accord militaire vieux de plusieurs décennies, annulé un dimanche soir, quelques heures avant le début des manœuvres. Vous êtes venu pour comprendre pourquoi un président réduit ses propres exercices militaires. Vous repartez avec la preuve que cette décision arrive exactement la même semaine qu'un contrat immobilier familial, qu'une enquête sénatoriale pour corruption potentielle, et qu'un rapport militaire qui décrit littéralement l'Amérique du Nord comme incapable de se défendre contre les mêmes acteurs que Trump choisit de ménager. Le timing n'était pas une coïncidence isolée. C'est devenu une méthode répétée assez souvent pour ne plus surprendre personne qui suit ce dossier de près. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement cette décision précise sur les exercices militaires en Corée. C'est qu'on ne puisse plus distinguer une décision de défense nationale d'une transaction immobilière familiale sans creuser pendant des jours. Et rien ne dit que ça s'arrête là. D'autres accords sont en cours, dans d'autres pays, avec d'autres tarifs douaniers en jeu, pendant que les militaires eux-mêmes documentent, semaine après semaine, un retard réel dans les capacités de défense américaines. Pendant ce temps, ce sont les soldats sud-coréens, les analystes militaires qui préparent des exercices sans savoir s'ils auront lieu, et les contribuables américains qui financent malgré tout ces mêmes bases, qui absorbent le coût réel de cette instabilité, pendant qu'on nous parle en haut lieu d'amitié personnelle avec un dictateur nucléaire. Je vous promets une chose, dès que cette enquête sénatoriale sur le paiement de 2 millions de dollars avance, ou que Pyongyang tire son prochain missile pour tester la limite de cette nouvelle amitié, vous le saurez ici en premier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite de cette histoire, parce qu'elle est loin d'être terminée.